Le rasoir d'Occam. Alors, j'en ai déjà, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est un outil, j'ai mis majeur, c'est-à-dire que c'est un principe de base de la connaissance qui est incontournable. Il faut le connaître, mais il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Le rasoir d'Occam, ça vient du rasoir, comme je vous ai mis là, c'est-à-dire un truc qui coupe. D'accord. Et Occam, c'est pas un bonhomme, c'est une ville d'Angleterre dans laquelle est né un bonhomme qui s'appelle William, mais que les Français appellent Guillaume, je ne sais pas pourquoi. Et on n'a pas de photo de lui, puisqu'évidemment, en 1320, il n'y a pas beaucoup de photos. Et donc on a des vitraux comme ça qui le représentent. Il aurait à peu près cette tête-là. Mais la culture populaire s'en est emparée, notamment un auteur qui s'appelle Umberto Eco, qui a cassé sa pipe il y a 6 mois, un truc comme ça, qui a écrit pas mal de bouquins assez remarquables, et notamment un qui s'appelle Le nom de la rose, que vous avez peut-être vu adapté en film par Jean-Jacques Hano. Et il a représenté Guillaume d'Occam sous un autre nom, Guillaume de Baskerville, mais peu importe, c'est vraiment de lui dont il s'inspirait, sous les traits de Sean Connery. Il y en a qui ont vu ce film? Ok. C'est du lourd, hein, faut voir ça. Hein. Mais le bouquin est encore mieux. Donc commencez par le film, puis après lisez le bouquin. C'est une tuerie totale. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a une scène, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, mais il y a une scène, je crois, où il cite le rasoir d'Occam au moment des vêpres, au début du film. Voilà, vous retrouverez ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le rasoir d'Occam? La phrase de Guillaume d'Occam, qu'on trouve dans un de ses textes qui date de 1319, et si je ne me trompe pas, 2-3 ans près, c'est une phrase qui est, celle-ci en latin, c'est pluralitas non exponenda sine necessitate. Ça veut dire, il n'y a pas de raison de multiplier les entités. Les entités qui ne sont pas nécessaires n'ont pas de raison d'être gardées, en gros. Et on appelle parfois ce principe le principe de parcimonie. Nous devons être parcimonieux dans les entités dites surnaturelles. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on les multiplie, si on en accepte une sans preuve, on est obligé d'en accepter une autre sans preuve, etc. Donc en fait, celles qui ne sont pas nécessaires pour notre connaissance, on peut les couper, les trancher avec le rasoir d'Occam. Alors, est-ce qu'on peut, en gros, vous vous rappelez, au premier cours, je vous ai dit, la démarche zététique, pour l'essentiel, quand elle est face à un phénomène extraordinaire, sa démarche, c'est de se dire, est-ce que, avant de postuler un don ou une capacité extrasensorielle, ou une entité extraordinaire, ou un truc bizarre, est-ce que je ne peux pas expliquer ce à quoi j'ai affaire par les moyens du moment, de ce qu'on connaît en sciences, en psychologie, en biologie, en mécanique, en physique, en chimie, en ce qu'on veut, en toutes les connaissances du moment. Et si on arrive à l'expliquer avec ce qu'on a, sans postuler l'hypothèse d'un don, alors l'hypothèse de ce don n'est pas nécessaire dans l'explication. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, j'ai pris quelques exemples pour vous les illustrer. Le premier, il vient d'un gars qui l'applique pratiquement, je dirais, un épisode sur 3 pour ce que j'ai vu 2 saisons de la série Le Dr House. Il y en a qui ont vu la série Le Dr House? Ça vous parle un petit peu? C'était à la mode il y a quelques années. Et Dr House, il y a même un épisode qui en anglais porte le titre du rasoir d'Occam, je crois que c'est saison 1, épisode 3. Et Dr House, il dit en gros, pour vous résumer ça, en gros, qu'est-ce qu'il fait Dr House? Il le dit à plusieurs moments de cette série. Hein, il dit, quand je suis face à quelqu'un qui a 3 symptômes différents, je sais pas, il saigne du nez, il a une forte fièvre et puis il a une cervicalgie, il a super mal au cou. Il dit, je ne sais pas si j'ai raison, mais il est logique que je parte d'abord sur une pathologie qui explique les 3 symptômes. C'est seulement si j'ai épuisé toutes les pathologies possibles et que je ne trouve pas une pathologie qui explique les 3 symptômes, que là, je pars sur 2 pathologies qui expliquent l'une 2 symptômes et l'une 1 symptôme. Et si vraiment je ne trouve toujours pas, je pars sur 3 pathologies, chacune expliquant 1 symptôme. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'abord privilégier les solutions simples. S'il y a des matheux parmi vous qui aiment bien ça, vous pouvez vous référer au révérend Bayes et aux probabilités de Bayes, les probabilités bayésiennes, comme on dit, qui permettent de montrer pourquoi il est logique de faire ça. Alors l'erreur fondamentale sur le principe du rasoir d'Occam, c'est de dire ah, donc le plus simple est vrai. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent il est logique de privilégier d'abord le plus simple. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. Mais il faut d'abord privilégier le plus simple, et si seulement vous n'y arrivez pas, alors vous pouvez postuler un don ou un truc nouveau, quoi. D'accord? Alors, je reprends l'exemple de Uri Geller qu'on a abordé la semaine dernière, le fameux tordeur psychokinète de cuillère là, et de métaux. Si par des moyens classiques, connus, j'arrive à expliquer ce qu'il fait, ou vous arrivez à expliquer ce qu'il fait, il n'y a pas de raison de postuler qu'il ait un don, puisque vous arrivez à faire la même chose sans don. S'il veut postuler l'existence d'un don, il faut qu'il fasse quelque chose qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Et n'importe qui se met un peu à travailler en prestidigitation arrivera à des résultats tout à fait proches de ce qu'il fait, hein, sans aucun problème. Donc l'hypothèse de son don est, les philosophes diraient, surnuméraire. Il n'y a pas besoin en fait de postuler le don de Uri Geller, surtout quand on sait qu'il est diplômé de l'école de magie de Tel Aviv et qu'il a été pris en fraude plusieurs fois. Un autre exemple,
quelqu'un m'a posé la question la dernière fois sur les catalepsies hypnotiques et c'était par SMS, donc j'ai répondu assez brièvement et j'ai dit que j'en reparlerai. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là, je crois que je vous traiterai ça dans peut-être le cours prochain ou le cours suivant, qu'est-ce que c'est que les différents domaines de l'hypnose, de ce qu'on recouvre par le mot hypnose. Mais là au moins abordons les phénomènes dits hypnotiques comme la catalepsie par exemple. Vous savez, c'est des gens qui, dans des spectacles type Mesmer, qui est bien à la mode en ce moment, vous mettent tout raide entre deux tréteaux et vous maintiennent tout raide comme ça, puis après parfois peuvent monter dessus. Le mieux c'est de le voir, alors j'ai amené un petit extrait de Frank Six sur M6. Je vais compter jusqu'à 5. Chaque partie de votre corps correspond à un chiffre. 1, c'est le bras droit qui devient lourd, très lourd, de plus en plus lourd. 2, la jambe gauche. 3, la jambe droite. Et 4, le bras gauche. Et 5, les yeux se ferment, c'est dormir, sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, c'est dormir, sommeil. Se ferme, se serre, se durcit, se colle au corps et domaine de compression. Le poing se ferme, se serre, se bloque, se verrouille. Le bras se durcit et se colle au corps. La cheville droite et la cheville gauche se serrent, se bloquent, se verrouillent et le corps se durcit de plus en plus. Il devient dur comme une barre de fer. Il se durcit de plus en plus. On le prend par l'épaule droite, on le prend par l'épaule gauche. À 3, 1, 2, 3, l'énergie est en vous et le corps monte de plus en plus haut. Vous le lâchez. Le corps s'arc-boute dans cette position. Il devient dur, dur comme une barre de fer. Et le corps monte de plus en plus haut. Il monte, bloqué, verrouillé. Dans cet état, le corps devient de plus en plus dur, dur comme une barre de fer. Il durcit de plus en plus. Et il monte de plus en plus haut. Le corps monte de plus en plus haut, de plus en plus haut. On la pose au sol. On ne pose pas la tête. Le corps se détend. Vous pouvez partir. Se décontracte. Vous allez refaire surface. Vous vous réveillez. Merci. Waouh. Merci. Je vous pose une question qu'on ne pose pas à une demoiselle. Mon Dieu. Vous pesez combien? 50 kilos. 50 kilos. Je pèse 103 kilos. Mon Dieu. Je suis monté à genoux sur vos genoux. J'ai rien senti. J'ai rien senti. On a l'impression d'être dans un nuage de coton. Oui. C'est sincère. Et je n'ai rien compris. Je vous ai entendu, mais je ne sentais plus mon corps du tout. Et par contre, quand on se relève, on est, comme dirait l'autre, à l'ouest. Quand l'esprit est ailleurs, le corps ne souffre. Ne souffre plus. Voilà, Frank Six. Alors Frank Six, c'est pas le seul à faire ça, hein, vous en avez déjà vu certainement. Il y en a même parfois qui traînent par ici, qui viennent faire des spectacles là-dessus. Tout dépend de ce qu'ils en disent en fait à la fin. Si vous dites, vous savez, là vous avez affaire à de la magie, de la précipitation avec un truc. J'en vois qui sont cachés là-bas, mais entrée, il y a des places, hein, il y a plein de places au-dessus, puis là, asseyez-vous, restez pas coincés, là, les pauvres, ils sont tout coincés comme ça. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit qu'il y a un truc, il n'y a pas de problème. Si par contre la personne vous dit que c'est grâce à son état hypnotique qu'elle a réussi à vous rendre rigide comme une barre de fer au point d'obtenir de vous une prouesse qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement, cette personne ment. Et elle commence à exercer sur vous une sorte de pouvoir qu'elle fait asseoir sur son soi-disant don de vous mettre dans cet état-là, son don ici en l'occurrence d'hypnotiseur. Mais en fait, ça, ce qu'il a montré là, n'importe qui peut le faire. Fut un temps, je le faisais même ici. Il faut juste amener 2 tréteaux et c'est hyper simple à faire. Je vous passe le détail, je ne veux pas le faire là parce que j'ai décidé de plus jamais faire de magie en cours parce que sinon on se rappelle que de ça puis on se rappelle pas. Je préfère vous rappeler du rasoir d'Occam que de la catalepsie entre 2 tréteaux si vous voulez. Mais si vous voulez le refaire chez vous, il y a juste quelques précautions à prendre. Déjà réviser un peu la physique de terminale. Rappelez-vous ce que c'est qu'un principe fondamental de la dynamique. Vous faites le rapport des forces qui sont exercées sur une personne qui est mise raide comme ça, à qui on obtient de son corps une sorte de voûte. Et en fait, vous avez un effet de voûte, tout simplement. Et vous placez bien les tréteaux en haut de ses épaules, pas sur la nuque, sinon elle est morte. Et là, vous allez en prison. Si vous les placez sur le haut des mollets ici, en poussant bien la personne vers le haut, vous obtenez un effet de voûte. Les forces vont se répartir sur les tréteaux. Et là, vous pouvez monter dessus, mais vous pouvez monter vraiment dessus. Sur une personne qui fait 40 kilos, même si vous en faites 100, ça pose pas vraiment de problème. C'est pas très confortable. Vous restez pas 1h30 à fumer une clope dessus, quoi. Mais vous restez comme il a fait, quoi. Et ça marche tout à fait bien. Vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez même prendre un parpaing, le poser sur la personne, prendre une masse, péter le parpaing dessus
Et ça pose pas de problème en soi. Il n'y a pas besoin de don, puisqu'on peut le faire. Il suffit d'avoir de la bagoue et puis d'expliquer à la personne qu'elle craint rien. Vous prenez quelques acolytes qui vous soulèvent la personne et tout. Enfin, c'est des TP qu'on refait qu'on fait de temps en temps avec des lycéens, par exemple, ou des collégiens. C'est très simple. Évidemment, si vous faites ça dans une maison de retraite avec des mémés un peu fragiles, des gros pépés, vous risquez de casser quelqu'un. Prenez des gens qui n'ont pas un problème de dos, quoi, évidemment. Donc, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Mais moi, j'ai rien contre ce genre de spectacle. Si la personne, elle est saine dans sa démarche et qu'elle dit, bah voilà, vous assistez à de la magie, quoi, tout simplement. Si par contre la personne vous dit, c'est grâce à ça que vous obtenez ce pouvoir de c'est là que ça devient douteux, c'est là que ça devient problématique. C'est de la même façon, ce qui rend douteux certains stages de développement personnel où à la fin du stage, on vous propose de marcher sur le feu. Vous voyez, puis on vous dit c'est grâce à ce que vous avez acquis dans ce stage que vous obtenez la capacité mentale de marcher sur un feu de braise, enfin sur des braises ardentes, quoi. Mais marcher sur des braises ardentes, vous pouvez le faire sans aucune préparation, sans ce stage, sans rien. Il suffit juste d'avoir fait un tout petit peu de physique et de savoir que la capacité calorifique d'un corps, comme le charbon, est pas terrible. Ça restitue pas très bien la chaleur, ce qui fait que quand vous marchez dessus, il faut juste savoir qu'il faut pas marcher trop vite, il faut pas marcher trop lentement. Si vous marchez trop lentement, bah, c'est chaud, et donc vous brûlez. Si vous marchez trop vite, vous risquez d'emporter une braise dans les orteils, ça fait très mal. Et il vous suffit de pas faire l'erreur qu'avait fait une journaliste sur TF1, qui était enfin, que c'est son équipe technique qui a fait l'erreur. Ils avaient mis une plaque de métal sous les braises. Et là, ça change bon, et donc elle s'est cramé les deux pieds. Je crois qu'elle a fait du. Henri Brock, il dit toujours sur ces questions-là, il dit rappelez-vous que si le risque de brûlure est faible, la brûlure, elle, sera forte. Vous voyez, donc c'est un jeu auquel vous ne pouvez pas trop vous amuser. Il y a des méthodes de fakirisme comme ça qui en fait ne nécessitent que des connaissances en physique. On n'ose pas les faire parce qu'elles ne sont pas intuitives, mais elles nécessitent rien. D'ailleurs, pour les braises, avant de marcher sur des braises, amusez-vous juste à prendre des braises dans un feu. Une petite braise de la taille d'un tout petit bout comme ça, et vous pouvez très facilement les éteindre entre vos mains, ces braises-là, en les faisant tourner. Si vous voulez, je vous montrerai ça à la fin du cours, ou je sais pas, on fera un feu dehors un jour. C'est vraiment simple à faire. Il y a d'autres trucs un peu plus risqués. Notamment, il y a un truc que je voulais tester il y a 6 ans. Je me suis fait jeter par les camarades qui s'occupent de la sécurité parce que je voulais refaire ce que faisait Jean-Eugène Robert Houdin, le magicien, tremper ses mains dans du plomb en fusion qui rougeoie. Vous êtes à 600 degrés, vous trempez vos mains dedans, pas longtemps évidemment, et normalement il y a un phénomène dit de caléfaction qui va vaporiser l'humidité que vous avez sur les doigts, qui va faire comme un coussinet qui va vous protéger le temps de tremper vos mains dedans. Ça, c'est la physique qui dit ça. Alors je m'étais dit tiens, je vais faire venir des étudiants, comme ça ils commenceront avant moi pour voir si ça fait rien. Et puis je m'étais fait livrer du plomb, mais en fait il était pas pur, et puis je me suis fait engueuler, puis en fait donc d'un point de vue de la sécurité, on peut pas faire ça sur le campus, donc je peux pas le faire. Voilà, mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc en TP, dans vos dossiers, si vous voulez reproduire ce genre de phénomène, prenez des trucs faciles et ne vous mettez pas en danger. D'accord ? Parce que sinon ça va être ma faute après. Puis moi je vais avoir des ennuis quand on va me dire ouais, t'as vu, il y a 3 grands brûlés, 4 estropiés, 2 éclopés. C'est pas bien.